Alors, Mme Régie Chartrand, c'est ma mère Doris. Je vous présente le chevalier le plus important dans cette affaire-là. Après Régie, c'est elle, ma mère, qui, à un moment donné, elle se dit, bien là, je vais défendre mon homme. Et elle saute dans le combat avec lui. Elle va être son meilleur allié, puis elle va le soutenir tout le long. Je pense jamais Régie s'en serait sorti sans elle. Donc, c'est important de mentionner ça. C'est très important. C'était une femme très courageuse et elle a décidé, elle, d'embarquer dans la lutte pour appuyer son mari. Une belle histoire d'amour. Et à partir de là, vous voyez, elle a dit, on a torturé mon mari. Moi, je sais parce que ma mère m'a tout raconté ça. À un moment donné, à l'hôpital Saint-Luc, après une manifestation, Régie s'est fait matraquer. Il est tellement gravement blessé que les policiers l'amènent d'urgence à l'hôpital Saint-Luc. Et dans l'hôpital, ils continuaient à le torturer. Les menottes attachées dans le dos, les doigts cassés, tête première dans le mur. Il recevait des coups alors qu'il était allongé dans une civière. Il avait perdu conscience, puis il était tellement blessé, il avalait beaucoup de sang. Puis ses poumons se remplissaient de sang. Puis il y avait une vingtaine d'infirmières, là, des personnels de l'hôpital, des docteurs, tout ça. Mais les policiers empêchaient de s'approcher de la civière. Ma mère a fallu que ma mère fasse une crise d'hystérie, puis là, les policiers ont eu un peu honte, puis les médecins ont réussi à le rejoindre pour le soigner. Alors ça, c'est des choses qui se sont passées pour vrai. Moi, il y a plusieurs témoins de ça, dont ma mère. Ça s'est passé pour vrai, au Québec, et c'est une histoire qui a besoin d'être racontée, ça, pour que les gens comprennent d'où venait vraiment la violence. Une violence qui était impunie. Comme je vous ai dit auparavant, il n'y a aucun policier qui n'a jamais eu aucune conséquence de ça, aucune charge. Mais Régie, lui, se retrouve constamment en cours à protéger ses intérêts. Il est accusé de toutes sortes de choses, mais toujours injustement, parce que, dans le fond, il essaie juste de protéger une cause qui est légitime. Il a le droit de sortir en public, on a le droit de se rassembler en public si on le fait paisiblement. C'est sûr que quand on commence à te frapper dessus avec des matraques, c'est très difficile de demeurer paisible. Mais on s'acharne toujours sur lui et ça fait de la publicité. Donc, la publicité pour la cause est venue du fait que, justement, il y avait une grande violence, mais que lui avait le courage d'y faire face. Il faut comprendre aussi que c'était un boxeur. Il savait que c'est quoi recevoir des coups. Et c'est de là l'importance d'apprendre à se défendre, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Une fois qu'on a reçu des coups, on devient habitué et on a moins peur. C'est ça l'idée. De s'affirmer malgré l'adversité, c'est le début de se libérer de la paralysie de la peur. Quand vous avez peur, là, puis les choses vous paralysent, parce que je vais vous en parler plus tard, on vit dans un monde qui peut être très inquiétant. La solution, c'est de passer à l'action. C'est comme ça qu'on s'en sort. Sinon, on reste paralysé et on en crève. Alors, Régie, il nous dit ici, je suis prêt à donner ma vie pour les miens. Puis moi, je sais que c'est vrai, ça. Régie était prêt à mourir pour les Québécois. Et j'en ai aucun doute, parce que je le connais très bien. Jusqu'à ce jour, Régie Chartrand est prêt à mourir pour les Québécois. Et, les journaux nous disent, la publicité explique la performance de Régie. Alors, bien évidemment, ça marche son affaire. Il devient un maître dans l'art d'organiser des manifestations, tout simplement parce que les gens s'identifient à son courage. Il inspire les gens de plus. Et quand il organise, plein de gens à l'époque commencent à comprendre et essaient d'organiser des manifestations, mais il n'y a personne comme Régie pour mobiliser la population. Parce que les gens savent. Avec lui, on est dans main sûre. Il ne va pas se tourner de bord puis se sauver. Il est l'un de nous. Il est un pauvre du bas de la ville, puis il se bat avec nous autres. Avec lui, on est en confiance. Puis chaque fois, ils sortent en grand nombre, Régie est en avant. Mais la police a commencé à comprendre que plus on varge dessus, plus il est populaire. Il faut trouver une autre méthode. Vous voyez, la demoiselle là, avec la bédaine, là, ça c'est ma mère est enceinte de moi. Alors c'est comme ça, moi, que j'arrive dans le monde, c'est mon origine. Et vous voyez que, Régie en avant, là, puis la foule en arrière, là, il est trop tard. La violence ne marchera pas, on ne pourra pas arrêter ce mouvement-là de cette façon-là. Les autorités ont compris qu'ils ont perdu cette joute-là. Là, ils vont changer de stratégie parce qu'ils disent on a perdu. Là. Ils sont trop nombreux pour qu'on puisse les arrêter. Alors là, à partir de ce jour-là, jamais plus
le mouvement populaire pour la souveraineté du Québec ne pourra être supprimé. C'est le début d'une grande aventure. Vous voyez ici les services d'ordre assurés par les Chevaliers de l'Indépendance à bénéficier de la coopération des manifestants. Régis a compris, il a appris des leçons. Il a compris que quand on ne fait pas attention à maintenir le contrôle sur nos propres émotions et la ferveur qui déborde, ça mène vers la violence. Les Chevaliers vont devenir efficaces à contrôler l'ardeur de la foule. Régis va apprendre comment instruire les gens, puis les calmer, puis dire on n'a pas besoin de la violence. Restez calme, tout va bien aller. Ils maintiennent l'ordre dans la manifestation, tout se passe bien. C'était une leçon que Régis a appris. Avec la violence, à un moment donné, on finit par comprendre qu'il y a d'autres méthodes. Mais il faut passer par là. Il faut avoir le courage de faire face à ces choses-là avant de comprendre. C'est pour ça que je vous dis, peu importe l'opposition à laquelle vous faites face, ça commence par l'affirmation de soi. Alors, voici les nouvelles techniques qu'ils vont employer. Alors, cette jeune femme-là va arriver dans un rassemblement indépendantiste et elle va se dévêtir comme ça, soi-disant, pour promouvoir les droits de la femme. Et c'est ça qui paraît dans les journaux. Vous voyez que c'est de la diversion. C'est correct, les droits de la femme. C'est important. C'est même primordial. Mais ce n'est pas la même chose. C'est une autre cause. Là, on fait une affaire à la fois. On est ici pour manifester pour l'indépendance du Québec. On se concentre là-dessus. Il ne faut pas diviser nos forces, là. On a de la difficulté, on a beaucoup d'adversité. Il faut rester unifié dans la solidarité avec un objectif précis. Ce n'est pas le temps de s'embarquer dans d'autres causes, alors qu'on en a une qui est loin d'être gagnée. Alors, Régis va aller voir cette dame-là, puis il va dire, s'il te plaît, rhabille-toi, parce que ce n'est pas la bonne place, ce n'est pas le bon moment. Et on le voit, Régis, qui est en train d'essayer de la convaincre d'arrêter ça. Et malheureusement, cette pauvre jeune femme va se suicider une semaine plus tard. Mon père me raconte qu'il y avait un avocat qui l'entraînait là-dedans. Il y avait une question de drogue. Mon père connaît ça. Il travaille dans les bars. Il sait c'est quoi des gens qui ont pris de la drogue. Il sait qu'ils ont pris de la cocaïne. Ils sont bien high. Puis il sait que c'est pas elle qui a pensé à ça, c'est l'autre, là. Je ne vous dirai pas son nom. Et ça a des conséquences tragiques parce qu'elle a agi pas de sa propre volonté. C'est ça la conséquence des influences extérieures, quand on s'affirme par rapport à quelque chose d'autre plutôt que de simplement s'affirmer. Ce gars-là, c'est un provocateur qu'on appelle ça. Ça, c'est des techniques que les autorités utilisent quand ils ont perdu le contrôle d'une façon évidente en public. Ils vont passer par des méthodes sournoises comme ça. Ça a des conséquences tragiques. Et puis, finalement, ça continue à escalader. Il y a de plus en plus de gens. Et puis, le mouvement commence à être très politisé. On voit la formation du Parti québécois. Et on commence à vraiment voir un mouvement politique prendre forme. À partir de la base, toujours, à partir de la faveur populaire. Le fait que là, les gens se rendent compte, OK, ils vont voter en grand nombre. Donc, les politiciens sortent du décor et ils viennent prendre position maintenant parce que là, ils ont confiance, parce que la population est sensibilisée. Il y a des ambitions personnelles qui viennent se mêler à l'affaire. La minute qu'on touche à la politique, il y a de l'argent à faire. Okay? Il a peur de lui. Pourquoi il a peur? Il a peur que la droite s'empare du pouvoir, lui, il est du côté de gauche. Mon père, il dit, ça n'a rien à voir. Les gens l'ont accusé d'être de droite parce qu'il ne voulait pas marcher avec la gauche. La droite l'ont accusé d'être de gauche parce qu'il ne voulait pas marcher avec la droite. Lui, il disait tout simplement, on va donner un pays aux Québécois, puis on les laissera décider ce qu'ils veulent, être à gauche ou à droite. Les droits collectifs est à gauche, donc les droits des travailleurs, ces choses-là. Et les droits individuels à droite. Donc, l'idée du capitaliste, de pouvoir accumuler du capital dans sa poche privée. Mais la chose est, très simplement, c'est que tu as beau protéger les droits des travailleurs, si le patronat est sous l'influence du capital venu de l'étranger, tu t'en vas nulle part. On tourne en rond. Il faut qu'on fasse l'indépendance à gauche et à droite. Qu'on ait des droits collectifs et des droits individuels qui soient protégés unilatéralement. Et à partir de là, on pourra s'orienter selon le désir de la population.
Mais ces gars-là, ils ont un agenda, parce que c'est payant. Il y a de l'argent. Écoutez leur discours est parfait. Qu'il soit à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance, le discours est très bon. Ce qu'il faut savoir, c'est suivre l'argent. Qui les paye? Parce qu'ultimement, au bout de la ligne, après que ça fait 10 ans qu'il raconte son histoire, on pourra modifier un petit peu son discours parce qu'on lui a payé une maison. Et quand le temps vient, la minute décisive, que c'est le temps de passer à l'action, on aura le contrôle sur lui et ainsi va l'arnaque, on ne s'en sort pas. Reggie, il avait cet instinct-là, lui, de savoir ces choses-là instinctivement. Il avait une grande intelligence. Il savait que ce n'était pas le temps de diviser les forces. On avait besoin de solidarité. Tout le monde ensemble, la gauche, la droite, ensemble, let's go, on fait un pays. Eux autres, ils ne voulaient pas ça. Puis ça les énervait bien gros quand Reggie prenait la parole. Ça les inquiétait. Là, ça a commencé à s'organiser vraiment. Le Centre Paul Sauvé, gros rassemblement, gros système de son, on va donner la parole aux souverainistes. Alors, les souverainistes ont des choses à dire, mais ils n'ont pas envie d'entendre Reggie. Parce que Reggie, lui, il démolit leur ambition personnelle. Parce qu'il dit, c'est pas à vous autres la souveraineté, c'est pas à votre petite gang avec votre agenda politique. C'est pour le peuple qu'on fait ça. Puis vous n'avez pas affaire à imposer vos idéaux avant même qu'on fasse l'indépendance. Mais la foule crie « Reggie, Reggie », on veut l'entendre. Pourquoi? C'est évident, c'est lui, notre héros. C'est lui qui a parti toute l'affaire. Mais les intellectuels ont très peur du fait qu'il n'est pas achetable, il n'est pas influençable. Toujours la volonté de s'affirmer envers et contre tous. Et c'est ça qui énerve ces gens-là qui, eux, sont sous une influence. Mais, à un moment donné, ils ont dit, on n'a pas le choix, on va passer pourquoi nous autres si on ne le laisse pas parler. Il y a beaucoup de pression sur eux autres de laisser parler Reggie. Ils ont dit, OK, on donne 5 minutes, pas plus, 5 minutes. Et mon père, il me raconte ça en riant. Il dit 5 minutes, c'était bien trop long. Il dit, après 3 minutes, on aurait dit que le plafond allait lever dans la cabane. Et il avait l'affaire. Il se faisait lever le monde. Puis ça l'énervait. Parce qu'eux autres, ce qu'ils voulaient, ils ne voulaient pas libérer le peuple, ils voulaient contrôler le peuple. Parce qu'il y a de l'argent à faire là. Et c'est pour ça que le mouvement souverainiste commence très mal. Parce qu'on refuse de laisser parler cet homme-là qui est la vraie affaire. Voilà. C'est pour ça qu'il est occulté dans l'histoire. Là, les gens me disent à moi, voyons donc, il n'y en a pas de conspiration, tu sais, on le saurait s'il y avait des gens qui conspiraient. Moi, je grandis dans un climat de conspiration. Je peux vous dire qu'il y en a des conspirations. Les hommes conspirent sont faits de même, puis j'en ai eu la preuve de mon vivant. On peut faire disparaître une partie complète de l'histoire du Québec. Et Reggie Chartrand est disparu. Il a subi l'injure du temps. Il a vécu dans l'ombre, sans jamais rien récolter de bon des sacrifices qu'il a faits. À cause de cette ambition personnelle des hommes, qui est une maladie très grave, qui fait qu'ils vont trahir une cause qu'ils prétendent servir parce qu'ils ont peur. Et dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent dans leur poche pour les sécuriser. Et c'est pour ça que le peuple est laissé de côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas la souveraineté du Québec. Alors, Reggie dit, le PQ, c'est les snobs. Ce qu'il voulait dire, dans le fond, là, c'est des gens qui sont pas sont pas en alliance avec le peuple à la base. C'est des gens qui se pensent meilleurs et ils veulent dominer. Et ils vont dire de Reggie, c'est un idiot, ça, c'est un boxeur. Reggie va se défendre, il va dire, les gens pensent que je suis stupide parce que je suis un ancien boxeur. Mais moi, je peux vous dire, mon père, c'est un homme brillant. Il avait compris bien des affaires que les autres n'avaient pas compris, quand ils n'ont toujours pas compris aujourd'hui. Il dénigre. Alors lui, il dit, abat la peur. On est capable de s'en sortir. Il dit, regardez qu'est-ce qu'on va obtenir avec l'indépendance, entre autres. Le contrôle de notre économie, le contrôle des banques, le contrôle du crédit. On n'a pas besoin d'en dire plus, c'est clair. Si on contrôlait ça, les Québécois seraient terriblement puissants. Si puissants qu'on serait libre. Libre, mais jusqu'à la limite de notre intelligence. C'est sûr que si on se met à faire des conneries en tant que nation, il y a des conséquences là aussi. La liberté, c'est pas l'absolu, c'est pas l'absolution totale. Ça devient une responsabilité. Est-ce qu'on la veut, cette responsabilité-là? Bon, candidat directeur du RIN,
Là, il y a une chose importante qui se passe ici. Il nous parle de le serment d'allégeance à la reine. Le député de Sainte-Marie, le premier député péquiste qui va être élu, va porter allégeance à la reine d'Angleterre. Mon père, il dit, ça ne marche pas, ça. Si on prend le temps de lire ici, là, c'est ne pas se battre comme des caves entre nous que de dénoncer les transfuges qui n'ont pas le courage de leurs convictions. Abdiquer devant un serment symbole de servitude et de soumission ne dénote aucune force morale, cette force qui consiste à rechercher et à dire la vérité envers et contre tout. Les députés qui prêteront le fameux serment trahiront, ce faisant, le mandat qui leur a été confié sous le signe de la souveraineté. Comment atteindre l'indépendance sans vaincre les vieux symboles moyenâgeux et périmés. Il est parfaitement ridicule de parler d'un Québec libre assujetti à la reine. C'est-tu simple, ça? Hein? Avez-vous catché celle-là? Vous pouvez... Parce que prêter allégeance, c'est un acte d'obéissance. C'est un geste de soumission. Et si tu es élu en tant que souverainiste, puis tu prêtes allégeance, tu trahis ta cause. Alors, c'est ce qui arrive. Imaginez-vous, un seul instant, René Lévesque obtient la majorité, le vote du vote populaire. Il se présente à l'Assemblée nationale et dit non, je ne prête pas serment d'allégeance à la reine. L'Assemblée nationale, selon les règles établies, doit lui refuser le pouvoir. Imaginez la controverse. Le mouvement souverainiste est relancé de plus belle. Le débat est de plus en plus enflammé parce que les gens se disent mais oui, mais est-ce que c'est un parti souverainiste, oui ou non? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un parti souverainiste? Non, apparemment, la reine ne veut pas. Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? Bien, vous êtes colonisés, les boys, réveillez-vous. Hey, ça aurait ouvert les yeux aux Québécois. Mais non. Pourquoi ils ne l'ont pas prêté, le serment d'allégeance? Toujours la même chose, ambition personnelle. Hey, on a été élus, on a le pouvoir. La pièce, le pouvoir, le prestige. Si je ne prête pas serment, ils m'enlèvent le pouvoir. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Moi, je le veux, le pouvoir. Alors, c'est la soif du pouvoir qui fait qu'ils vont trahir le peuple. Et Reggie va être banni. Ils vont dire, lui, on ne veut plus le voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont coupables. Et Reggie le sait très bien parce qu'il les a avertis. Si vous prêtez serment d'allégeance à la reine, vous êtes des traîtres. Et il n'aura pas peur de le dire non plus. Et il va le dire à tout le monde. Il va s'exprimer clairement sur la question. Si vous prêtez serment d'allégeance à la reine, vous êtes des traîtres à la nation, à ceux que vous prétendez servir, et le PQ va le persécuter. Mais vous savez, il y a une énorme pression sur le Parti québécois à l'époque pour que Reggie fasse partie d'eux autres, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face devant le peuple. Puis Reggie, ça aurait été très facile pour lui. Il va dire, OK, je comprends. On ne parlera plus de ça. Puis moi, je vais avoir une place dans votre organisation. Il aurait pu facilement, Reggie, à cette époque-là, avoir une carrière politique. Puis son fils n'aurait pas grandi dans la rue, dans la pauvreté. Il y a des conséquences graves, là, à la trahison. Moi, je l'ai vécu, ça. Reggie s'est retrouvé exclu de tout mouvement politique, du mouvement politique du Parti québécois, parce qu'il refusait de prêter allégeance à la reine, et il avait raison. Mais c'est pas ça qui compte, c'est l'appât du gain, l'ambition personnelle. Alors, il va mettre en doute le patriotisme de René Lévesque, puis ils vont le suspendre du Parti québécois, puis il va dire c'est trop anglais pour être honnête. Québécois, ne vous laissez pas trahir. Bon, c'est le même thème. Il essaye d'avertir les Québécois. Il est un champion du peuple. Il veut protéger le peuple. Il veut les avertir du péril, de la menace. Il dit, laissez-vous pas trahir. Vous êtes en train de vous faire trahir. Votre mouvement souverainiste n'ira nulle part. Parce que ce sont des traîtres qui s'en sont emparés. C'est un mot qui est très fort, mais c'est le bon mot dans ce cas-ci. Parce que c'est une idée très forte. La souveraineté, c'est quelque chose de très particulier. Ça demande de l'intelligence. Ça demande de la volonté de faire face à l'adversité. Et la reine, elle garde le contrôle. Alors, Reggie est barré partout pendant 3 ans. Je vous mets ça là, un petit article de même, mais c'est parce que j'étais là, moi, j'ai vu ça.
J'étais tout petit, mais je m'en souviens. Mon père se promenait, puis « Hey, Reggie, t'es mon héros, t'es mon héros! » Puis il était tout content de le rencontrer, puis il était en admiration. Puis le héros, il disait « Oui, justement, il faut que je cherche un job, t'as pas un job pour moi? » Ah, ben là, je sais pas, là, tu sais, il est controversé, là. Il a fait par lui de lui parce qu'il allait en prison, la police s'acharnait sur lui, le PQ l'a rejeté. Ah, mais là, il est dangereux, là. Pendant 3 ans, personne ne va l'engager nulle part. C'est ça, la mentalité du Colisée quand il refuse de s'affirmer. C'est une grande violence, ça. C'est passif, il n'y a personne qui n'a rien fait. Mais c'est violent de refuser un gagne-pain à un homme qui a fait autant d'efforts pour sa patrie. C'est carrément dégueulasse. C'est une grande, grande violence. Et ça ne vient pas de ceux qui sont agressifs, qui veulent se battre, ça vient de la passivité, de la soumission. Et ça a des conséquences dévastatrices. Alors, il devient candidat au fédéral. Premier, parce que là, lui, il ne lâchera pas. Mon père est comme ça, il ne lâchera jamais. Encore aujourd'hui, il n'a pas lâché. Alors, il dit, bon, je ne peux pas être avec le PQ, rien. Il devient le premier candidat souverainiste au fédéral. Il se présente aux élections et tout, mais il est tout seul, puis il n'a pas beaucoup d'argent. Il gagne sa vie dans les bars, tant que possible. Il met tout son argent là-dedans. Il a tout dépensé. Tout l'argent qu'il n'a jamais eu, il l'a tout mis dans sa cause. Puis, étape après étape, il essaie de prendre sa place dans la politique, mais il est trop tard parce que son propre peuple l'a renié, mais les dirigeants. Le PQ l'a renié, fait qu'il est tout seul. Mais il nous dit une chose. Les peuples dominés peuvent employer tous les moyens pour accéder à la liberté. Ça, c'est une résolution de l'ONU. Ils nous disent ici qu'en dépit des fortes objections des États-Unis et de la Grande-Bretagne, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant à tous les peuples colonisés le droit de recourir à tous les moyens. C'est des paroles très fortes, ça, qui viennent de l'ONU. Tous les moyens à leur disposition pour obtenir leur liberté. Tu as le droit de faire n'importe quoi pour te libérer. L'ONU reconnaît ça. Mais si le peuple ne se le reconnaît pas à lui-même, s'il est limité dans les mesures qu'il va prendre pour se libérer, personne ne peut les aider. Personne ne peut aider les Québécois si les Québécois ne comprennent pas qu'ils ont le droit d'utiliser tous les moyens pour arriver à leur liberté. Et ça veut dire utiliser des moyens intelligents, pas de passer pour des terroristes à la face du monde. Ça, c'est pas intelligent. On n'a pas besoin de la violence. On peut affirmer notre droit simplement de manière civilisée, de manière intelligente, puis on va être accepté dans la communauté des nations à partir du moment où on affirme notre désir d'être libre. Tu mets un homme dans une cage, il va essayer de sortir. C'est normal, ça. C'est une loi naturelle du pouvoir. Si tu mets une nation dans une cage, c'est la même chose, ils vont vouloir en sortir. Et on reconnaît ça dans les grandes instances. Les gens d'esprit, les gens de pouvoir ont compris avec les leçons de l'histoire, on doit reconnaître ces choses-là parce que c'est fondamental, c'est à la base. L'homme est fait de même. Si tu l'enfermes, il va vouloir sortir. Et si un homme a le droit d'essayer de se libérer quand il est emprisonné, imaginez-vous le droit d'un peuple. C'est très fort, le droit d'un peuple. Le peuple québécois a la force de s'émanciper, de se libérer, s'il a la volonté. Point final. Et c'est une question d'autodétermination. C'est une question d'avoir la volonté, tout simplement. Et cet homme-là avait cette volonté-là. Ça, c'est la pièce de la République. Mon père, il s'est dit, il faut qu'on se libère, puis on a bien de la difficulté, mais peut-être la chose la plus importante, c'est le contrôle de notre monnaie. Parce que si on emprunte de l'argent avec intérêt, on ne s'en sort pas. Tant que les requins qui veulent nous dévorer sont ceux qui nous prêtent de l'argent, on se creuse un trou. On est en train de creuser notre propre tombe, on ne s'en sortira jamais. Alors lui, il a créé la pièce de la République. Il en a fait 500 000 copies sur du vrai papier-monnaie, puis vous allez voir que de l'autre côté, il y a un numéro de série. Chaque pièce est numérotée. Avec un numéro de série, c'est une vraie monnaie. Et il y en a distribué partout au Québec. Moi, je vous garantis qu'il y a des dizaines de milliers de ces pièces-là dans les foyers québécois. Parce que mon père il n'avait toujours dans ses poches. Et toute personne qu'il rencontrait, à tout moment, tout le temps, il donnait des pièces à tout le monde. En payant au marché, dans la rue, quand il rencontrait des gens. À chaque fois qu'il y avait une rencontre avec quelqu'un, il lui donnait une pièce. Et je sais que beaucoup de gens ont préservé cette monnaie-là en mémoire de lui. Parce que c'est ce que j'ai appris de mon père,
c'est que c'est véritablement un héros québécois. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Québécois qui me l'ont dit. Moi, je ne savais pas, parce que quand j'ai grandi, j'ai beaucoup souffert de cette histoire-là. Beaucoup de troubles, beaucoup de tumultes dans mon environnement quand j'étais jeune, et ça m'a traumatisé. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, j'étais très, très révolté. Je voulais rien savoir de mon père, je voulais rien savoir des Québécois. Je suis parti vivre dans l'Ouest canadien. Et j'ai voyagé beaucoup à travers le Québec, et c'est les Québécois qui m'ont redonné confiance, parce que les gens de sa génération, ceux qui étaient des jeunes gens à l'époque des événements, qui avaient connu mon père, les gens qui sont dans la soixantaine et plus, se souviennent de lui. Beaucoup, beaucoup de gens le connaissent. La génération suivante ne le connaissent pas du tout. C'est la preuve qu'il y a eu occultation de son histoire. Une génération le connaît, la suivante ne le connaît pas. Les Québécois m'ont dit, ton père, c'est mon héros. Voyons, comment ça? Parce que c'était un vrai, c'était le vrai, le seul vrai qu'on a connu. Lui, il serait allé jusqu'au bout, puis lui, il nous aurait donné un pays, il n'aurait jamais reculé, il n'aurait jamais fait de compromis, il n'aurait jamais plié les chines devant personne. Puis on le savait, on le sentait, on le sentait dans nos tripes que c'était un vrai de vrai patriote. Et ils sont restés marqués. J'ai eu des témoignages comme ça toute ma vie, partout où je suis allé au Québec. Et j'ai compris un jour qui était mon père. C'est les Québécois qui me l'ont expliqué, qui avaient vécu les événements. Ils m'ont dit que c'était un vrai héros. La valeur de l'argent, c'est symbolique. Hein? L'argent n'a de valeur que pour les chances qu'elle procure. Alors, si j'écris 5 $ sur un morceau de papier, puis je vous dis, êtes-vous d'accord, ça vaut 5 $? Si tout le monde est d'accord ici, mais c'est exactement ça que ça vaut. Et tant qu'on est d'accord, la valeur est maintenue. C'est une question de confiance. Il faut qu'il y ait de la bonne entente entre les partenaires, par contre. En 1837, il y avait eu une révolte des patriotes. Il y en a plusieurs qui ont été mis à mort, dont un qui s'appelait François Nicolas. Et c'est de là que vient mon nom. Moi, j'ai été baptisé en l'honneur de ce patriote-là qui est mort à ce moment-là. 1837, la révolte 37-38 des patriotes, c'était la dernière fois que les Québécois ont osé affirmer leur souveraineté nationale. La répression a été très, très brutale, et puis ça s'est endormi jusqu'à temps que arrivent dans le décor les nouveaux souverainistes, dont Régis Chartrand était un des leaders, un des pionniers de ce mouvement-là. En tout cas, félicitations, le fils de Régis. Félicitations. Merci. On ne t'oubliera pas dans l'histoire. Merci.